Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Approche Globale Autisme attenante à notre association. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Naudon qui nous fait la gentillesse de prendre son temps pour venir nous parler des possibles implications du microbiote intestinal dans les troubles du spectre autistique. Je vais laisser la parole à Laurent Naudon qui a préparé un petit PDF avec des images. Et merci d'avoir pris du temps pour nous, Laurent. Merci Corinne de m'avoir proposé cette présentation. Alors, je vais me présenter. Je suis chercheur au CNRS et je travaille bientôt depuis 10 ans au sein de l'Institut Michaelis de l'INRAE sur le lien que peut avoir le microbiote intestinal et le cerveau. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats récents qui montreraient un lien possible entre ce microbiote intestinal et les troubles du spectre autistique. Donc, pendant longtemps, on a vu les micro-organismes comme ayant une relation menaçante avec l'être humain. Et puis maintenant, on a évolué et on voit plus ça comme une relation symbiotique. Alors, qu'est-ce que c'est que la symbiose? C'est l'association intime, durable et à bénéfice mutuel entre deux organismes appartenant à des espèces différentes. Alors, pour les micro-organismes, l'intérêt, elles vont profiter d'un environnement stable, d'une température, d'un niveau d'oxygène et d'un pH qui leur convient. Et puis en plus, elles vont avoir cet apport de nutriments qui vient de l'hôte. Et pour ce qui est de l'hôte humain, eh bien, lui va profiter de la présence des bactéries qui vont participer à la défense contre les pathogènes, c'est-à-dire à des bactéries, à des micro-organismes extérieurs qui pourraient prendre leur place, à la mise en place du système immunitaire et à la digestion des aliments. Alors, le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, levures, champignons, qui partagent l'espace corporel de l'hôte. Donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir plus particulièrement, ce sont les bactéries. Donc là, vous pouvez voir sur ce petit dessin, on voit une représentation des bactéries à différentes places de l'organisme, au niveau du cuir chevelu, de la bouche, de l'œsophage. Et donc, les bactéries sont représentées sous forme de camembert et chaque couleur correspond à un phylum bactérien spécifique. Et vous voyez que c'est très différent selon les parties du corps, puisque chaque site corporel correspond à une niche écologique qui est spécialisée et caractérisée par ses propres ensembles microbiens. Alors, la région du corps où se trouve la plus grande partie des bactéries, eh bien, c'est l'intestin, où il y a une population microbienne considérable, puisqu'on compte 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin. Et si on regarde ça en rapport des cellules humaines, eh bien, il y a 10 fois plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Et si on se place au niveau des gènes, eh bien, un être humain a environ 23 000 gènes, alors que les bactéries de son intestin vont avoir 600 000 gènes. Donc, vous voyez que ces bactéries de l'intestin apportent une quantité de gènes extrêmement importante. Alors, quand et comment apparaît le microbiote intestinal? Comme vous devez le savoir, avant la naissance, le fœtus est stérile. Et la colonisation microbienne du tube digestif, de l'ensemble de l'organisme, et particulièrement du tube digestif, va commencer dans les heures qui suivent la naissance. Lors de l'accouchement, les premiers colonisateurs sont issus du microbiote fécal et vaginal de la mère. Sauf en cas de césarienne, où là, ça va être du microbiote de la peau qui vont être les premiers colonisateurs de l'intestin. Alors, ce microbiote va se complexifier au cours du temps et se stabiliser pour atteindre une composition proche de celle de l'adulte vers l'âge de 3 ans. Alors ici, vous avez une représentation des âges de la vie et on voit, comme je vous l'ai dit, le fœtus est stérile, le bébé a un microbiote particulier qui va évoluer vers le microbiote de l'enfant qui se rapproche de celui de l'adulte et celui de l'adulte, lui, va rester relativement stable pendant toute la vie jusqu'au grand âge où là, vers un âge très âgé, il va y avoir des modifications de ce microbiote. Donc, le microbiote est un peu une carte d'identité de la personne. Si on compare plusieurs individus, dans cette étude, c'était 4 adultes nord-américains, on voit ici la composition de leur microbiote, de différentes couleurs, et on voit que pour les individus B, C et D,
Le phylum majoritaire, qui est en rose, ce sont les firmicutes. C'est celui qui est majoritaire pour les êtres humains en général. Mais vous voyez que ce n'est pas toujours le cas. L'individu a une proportion de firmicutes qui est un peu plus faible, et son majoritaire, c'est le Bacteroidetes, qui normalement est le phylum qui vient en second pour la plupart des individus. Donc vous voyez que s'il y a des tendances majoritaires pour l'humanité, au sein des individus, il y a des différences interindividuelles. Alors, je vous ai dit que ce microbiote était stable au cours de la vie, mais il peut y avoir des modifications de ce microbiote en cas de pathologie. C'est ce qu'on appelle une dysbiose. Alors, la dysbiose, la définition, c'est une perturbation de l'équilibre de l'écosystème microbien et du bénéfice mutuel entre l'hôte et son microbiote. Alors, la dysbiose peut se manifester de différentes façons. Ça peut être un déclin des espèces de bactéries bénéfiques pour la santé, une augmentation des bactéries pathogènes, ou, ce qui est le plus généralement décrit, une diminution de la diversité des espèces de bactéries, c'est-à-dire que le microbiote est moins riche. L'intérêt du lien entre le microbiote intestinal et le cerveau est relativement récent, puisque jusqu'au début des années 2000, la possibilité qu'il y ait une influence des bactéries de l'intestin sur le fonctionnement du cerveau n'était presque pas envisagée. Et là, je vous ai mis une illustration de ceci. J'ai été regarder sur le site PubMed, qui est le site où les scientifiques vont rechercher les articles scientifiques en mettant des mots-clés. Et si on met le mot-clé microbe, gut pour intestin et brain pour cerveau, vous voyez qu'au début des années 2000, il n'y avait pratiquement pas de publications, et puis le nombre de publications a commencé à augmenter pour atteindre, là, en 2021, 1400 publications. Donc, vous voyez qu'il y a un intérêt maintenant constant pour cette nouvelle thématique du lien entre le microbiote intestinal et le cerveau, et encore plus récemment, entre ce lien entre le microbiote intestinal et les pathologies du cerveau. Alors, comment étudier ce lien entre le microbiote intestinal et le cerveau? Alors, il y a plusieurs possibilités. L'une d'elles, c'est de travailler avec des souris sans germes, qu'on appelle des souris axéniques. Donc, ce sont des animaux qui sont totalement dépourvus de tout germe, de toute bactérie, et donc, bien sûr, qui sont dépourvus de microbiote intestinal. Donc, vous voyez, nous utilisons ce type d'animaux dans notre laboratoire, et donc ces animaux sont nés et élevés en conditions stériles dans ce type d'isolateur. Vous voyez, ce sont des boîtes en plastique, rigides ou non, mais en tout cas, tout ce qui est dans les isolateurs doit être stérile, l'eau, la nourriture, la litière, le matériel, et on manipule les animaux par l'intermédiaire de gants. Donc, on va comparer les animaux sans germes avec des animaux qui sont dits conventionnels, c'est-à-dire des animaux qui ont un microbiote intestinal, donc un microbiote normal. Et donc, on va mettre, pour nos études, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre aussi des animaux conventionnels dans ce même type d'isolateur pour qu'ils soient exactement dans les mêmes conditions de vie que les animaux axéniques, pour permettre de ne pas avoir de biais dans les comparaisons. Comme ça, ils auront les mêmes niveaux de son, les mêmes odeurs. Alors, l'étude qui a relancé l'intérêt du lien entre le microbiote intestinal et le fonctionnement du cerveau date de 2004. C'est une étude japonaise par l'équipe de Sudo. Et donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis des souris dans des conditions stressantes, en mettant les souris, vous voyez, dans un tube, ce qu'on appelle un tube de contention. Donc, la souris est en fait enfermée dans le tube, elle peut bouger, se déplacer un petit peu de l'avant vers l'arrière ou tourner sur elle-même, mais elle se sent enfermée dans le tube. Et donc, c'est quelque chose de stressant. Et ça va avoir un effet sur l'axe du stress de la souris. Et donc, on va mesurer le taux de corticostérone, qui est l'hormone du stress, au niveau du sang. Et donc là, les deux petits graphes que vous voyez, chez les animaux conventionnels, donc les contrôles, et chez les animaux sans germes, ça, c'est le niveau de base de la corticostérone.
Et quand on stresse les animaux, l'hormone du stress, la corticostérone, est augmentée, donc c'est ce qui se voit chez les animaux conventionnels, mais cette augmentation est encore plus forte chez les animaux axéniques. Donc nous avions reproduit cette expérimentation, ce type d'expérimentation, cette fois-ci pas chez la souris, mais chez le rat, même si là, sur les images, on a l'impression que le rat est plus petit que la souris, qui est mis dans une enceinte qui est fortement éclairée au centre, donc ce qui est stressant, et on a obtenu des résultats équivalents, c'est-à-dire que les animaux axéniques présentaient un taux de corticostérone beaucoup plus élevé dans le sang que les animaux contrôles. Et donc, ça montrait que les animaux sans germes présentaient une hyper-réactivité de l'axe du stress. Donc, c'est un des premiers résultats qui montrait qu'il y avait un lien entre le microbiote et une réponse liée au fonctionnement du système nerveux central. Alors, comme nous avions fait cette étude dans ce qu'on appelle le test de l'open field, donc cette grande enceinte fortement éclairée au centre, où on place le rat pendant 6 minutes, et on va regarder son comportement. Et donc, on compare, bien sûr, des animaux axéniques et des animaux conventionnels. Et ce que nous avons vu, c'est que les animaux sans germes mettaient plus de temps à quitter la région dans les coins, dans les angles, qui est la région qui est la plus protectrice pour les animaux. Donc, ça veut dire qu'ils mettaient plus de temps à quitter cette zone protectrice. Ils faisaient moins de visites au centre, qui est dans la région la plus anxiogène, et ils faisaient plus de défécation, qui est aussi un indice du stress. Donc, ce qu'on avait mis en évidence, c'est que les rats sans germes étaient plus anxieux que les rats conventionnels. Donc, ce résultat montrait que l'absence de bactéries avait un effet sur le fonctionnement du cerveau, puisque les animaux étaient plus anxieux. Alors, un autre moyen d'étudier le lien entre le microbiote intestinal et le cerveau, c'est d'utiliser des antibiotiques. Alors, je vous rappelle ce que sont les antibiotiques. Ce sont des molécules qui limitent la croissance bactérienne, soit en détruisant les bactéries, soit en limitant leur multiplication. Donc là, je vais vous présenter les résultats d'une équipe canadienne qui avait utilisé des souris d'une souche qui est la souche balbecée, et ce sont des souris qui sont naturellement émotives, craintives. Et ils leur ont donné dans leur eau de boisson, pendant 7 jours, un mélange d'antibiotiques non absorbables, c'est-à-dire qui ne traversent pas la paroi de l'intestin, et donc qui n'a une action que sur les bactéries de l'intestin, et pas d'action sur l'hôte lui-même. Et donc, ce mélange d'antibiotiques provoquait une forte modification de la composition du microbiote. Ce que vous voyez ici, là, vous avez les animaux contrôles, les animaux traités, et toujours sous la forme de camembert, sont représentés les phyla majoritaires bactériens. Et vous voyez que, par exemple, chez les contrôles, ici, vous aviez les firmicutes, chez les souris, et vous voyez qu'après le traitement antibiotique, la proportion des firmicutes avait quasiment doublé, et donc aux dépens d'autres phyla bactériens qui, eux, avaient vu leur proportion réduite. Donc, en tout cas, l'effet de ce traitement antibiotique, c'était de modifier fortement la composition du microbiote intestinal. Ils ont testé ces animaux dans un test qui est très simple, qui s'appelle le test de step down, qui est un test d'anxiété, où on place la souris sur une petite plateforme qui est juste haute de 4 cm pendant 5 minutes, et on va mesurer la latence que la souris va mettre à descendre de la plateforme. Et les souris sont des animaux précautionneux qui ne prennent pas de risques, parce qu'on pourrait avoir l'impression, en les posant sur cette plateforme, qu'elles vont tout de suite sauter. Eh bien non, elles vont prendre un certain temps, étudier l'environnement avant d'oser descendre de la plateforme. Et bien sûr, plus un animal sera anxieux, plus il mettra de temps pour descendre de la plateforme. Eh bien, les animaux qui avaient eu le traitement antibiotique mettaient 2 fois moins de temps pour descendre. C'est-à-dire qu'elles étaient moins anxieuses que celles dont le microbiote n'avait pas été modifié, et donc que la dysbiose qui avait été provoquée par le traitement antibiotique avait dans ce cas un effet anxiolytique. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un traitement antibiotique qui avait été fait, là, cette fois-ci, plus chez l'animal, mais chez l'homme. Et c'est une étude qui date de 2000, donc qui a précédé l'intérêt sur le lien entre le microbiote intestinal et le cerveau.
Et donc, cette étude avait été faite chez des enfants qui présentaient un autisme régressif. C'est un type d'autisme qui apparaît vers l'âge de 2 ans. Et on leur a donné pendant une période de 8 semaines, 3 fois par jour, un antibiotique non absorbable qui a donc entraîné une modification de la composition de leur microbiote intestinal. Et on a testé après ces enfants sur 2 types d'échelles, une échelle de comportement qui évaluait l'humeur, le contact visuel, l'attention, le niveau d'activité et le niveau de gravité des comportements stéréotypés. Et il a été observé que cette modification de la composition du microbiote avait entraîné une amélioration du score des enfants dans cette échelle. Et ça avait été la même chose pour une autre échelle, une échelle de communication qui évaluait les capacités d'expression et de compréhension, et où il y avait eu aussi une amélioration des scores des enfants dans cette échelle. Donc, on avait une amélioration des performances par un traitement antibiotique. Mais bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui a pu être poursuivi parce que, comme vous le savez, on ne peut pas prendre des antibiotiques sur le long terme puisque les antibiotiques, il y a un risque potentiel de résistance et après, on ne pourrait plus réagir aux antibiotiques du même type que la vancomycine. Donc, en tout cas, ce qu'avait montré cette étude qui a maintenant une vingtaine d'années, c'est qu'une modification du microbiote pouvait avoir un effet sur certains symptômes autistiques. Alors, un autre moyen de modifier, d'avoir une action sur le microbiote intestinal, c'est d'utiliser des probiotiques. Alors, qu'est-ce que sont les probiotiques? Eh bien, les probiotiques, selon la définition de la FAO et de l'OMS, ce sont des micro-organismes, donc plutôt des bactéries vivantes, qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité adéquate, vont conférer un bénéfice pour la santé de l'hôte. Donc, c'est ça un probiotique. Alors, il y a eu des études chez l'animal. Donc, voici une des premières études qui ont été faites où on a voulu voir si les probiotiques pouvaient avoir un effet sur l'anxiété. Donc, on a donné à des rats Wistar pendant 14 jours, en leur donnant par gavage un mélange de deux bactéries probiotiques, le Lactobacillus helveticus et le Bifidobacterium longum. Donc, ces animaux, pendant 14 jours, ont reçu ce probiotique et on les a testés dans un test qui s'appelle le test d'enfouissement défensif. Alors, vous voyez, vous avez dans une cage, on place le rat dans une cage où il y a de la sueur dans le fond de la cage et il y a une petite sonde électrique à une extrémité de la cage. Si le rat touche cette sonde, il va recevoir une petite décharge électrique. Et donc, ce que va faire le rat pour se débarrasser de ce risque, eh bien, il va enfouir la sonde sous la sueur. Comme ça, il n'y a plus de risque d'être en contact avec elle. Et plus l'animal va être anxieux, plus il va mettre de temps pour enfouir la sonde. Et donc, chez les animaux qui avaient reçu le traitement probiotique, cette équipe a montré que le rat mettait moins de temps pour enfouir la sonde. Donc, et c'était un résultat qui était équivalent à une injection de Valium, c'est-à-dire un anxiolytique qui est très connu. Et donc, la combinaison de probiotiques, cet article montrait que cette combinaison de probiotiques diminuait l'anxiété en réponse au stress. Donc, il y avait un effet de ce probiotique. Maintenant, je vais vous présenter une autre étude un peu plus complexe et qui est liée à l'autisme, puisque cette étude avec les probiotiques a été faite dans un modèle animal, un modèle murin de l'autisme. Alors, dans ce modèle, des souris d'une souche particulière, 57 Black 6, mais ça n'a pas trop d'importance, ont été injectées pendant la gestation avec un immunostimulant qui s'appelle l'immunostimulant poly-IC, qui est utilisé pour simuler une forte infection virale. Et il a été montré que lorsqu'il y avait cette stimulation au cours de la gestation chez ces souris, les petits qui naissaient à l'âge adulte présentaient des comportements qui pouvaient être rapprochés des symptômes de l'autisme, c'est-à-dire que les souris présentaient des stéréotypies, des déficits de communication et des perturbations du comportement social. Et donc, chez ces souris,
ce qu'on a fait, ce qu'ont fait les auteurs de cette étude, eh bien, c'est qu'ils ont donné au moment du sevrage, c'est-à-dire à 21 jours chez la souris, donc la souris est encore, c'est encore une petite, c'est encore des enfants, on leur donne pendant 7 jours, dans leur nourriture, ils ont rajouté un probiotique. Et donc, ça, c'était 7 jours pendant l'enfance, et les animaux, les souris, ont été testés plus tard, à l'âge adulte. Et le premier test qui a été fait, c'est un test d'enfouissement de billes, qui est un test qui va regarder les stéréotypies, les comportements répétitifs et de persévération. Donc, ce qui est fait, c'est que dans le fond de la cage, qui est la cage où vit la souris, on va placer des billes, vous voyez des rangées de billes, qui vont un peu déranger la souris, et puis c'est le comportement naturel de la souris d'enterrer les billes. Mais par contre, une souris qui aura un niveau de stéréotypie plus élevé va enterrer plus de billes. Et donc, ce qui a été fait, c'est de comparer le nombre de billes enterrées, enfouies par les souris contrôle et celles des souris du modèle d'autisme. Et vous voyez, les souris du modèle d'autisme enfouissaient 50% de billes en plus que les souris contrôle. Par contre, les souris qui avaient reçu le probiotique au moment du sevrage et pendant 7 jours, eh bien, elles, à l'âge adulte, enfouissaient le même nombre de billes que les souris contrôle. Donc, ça veut dire que l'administration de ce probiotique corrigeait le comportement stéréotypé induit dans le modèle. Autre comportement qui a été testé, c'est la communication, parce que les souris communiquent. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être analysé en enregistrant les vocalisations que font les souris. Ce que je n'ai pas dû vous dire, c'est que l'étude qui avait été faite, là, elle avait été faite uniquement chez des mâles. Et donc, les souris mâles du modèle ou les contrôles étaient mis en présence d'une souris femelle. Et dans l'étude, pendant 20 minutes, ils mesuraient les vocalisations entre la souris mâle testée et la souris femelle. Et ils ont vu que les souris du modèle d'autisme faisaient 3 fois moins d'appels que les souris contrôle. Donc, il y avait une diminution de leur vocalisation, donc de la communication. Par contre, les souris qui avaient eu le probiotique pendant la période juste après le sevrage, eh bien, elles faisaient le même nombre d'appels que les souris contrôle. Donc, l'administration, à nouveau, dans ce cas-là, l'administration du probiotique corrigeait le déficit de communication induit dans le modèle. Le troisième comportement que je vais vous présenter, qu'ils ont testé, c'est l'interaction sociale. Par exemple, ils ont testé la sociabilité, c'est-à-dire qu'ils ont, vous voyez, dans le dispositif, il y a 3 compartiments. On met la souris testée dans le compartiment du milieu, il y a des portes qui lui permettent d'aller dans les autres compartiments, et elle a le choix entre aller visiter une autre souris ou un objet. Et donc, on laisse la souris faire, et donc les souris contrôle vont être intéressées par cet individu, ce congénère, et donc vont passer 45% du temps dans le compartiment où il y a la souris. Comme il y a 3 compartiments, s'il n'y a pas d'intérêt particulier, une souris pourrait passer 33% dans chaque compartiment. Donc, le fait qu'elle passe 45% du temps, ça montre qu'elle a un intérêt pour aller voir la souris. Par contre, les souris du modèle, elles, n'ont été voir que pendant 25% du temps le comportement souris. C'est-à-dire qu'elles montrent un désintérêt pour ce congénère et donc un manque de sociabilité. Et là, dans ce cas, la prise du probiotique n'a pas eu d'effet positif, c'est-à-dire que les souris du modèle ayant reçu le probiotique vont quand même passer que 25% du temps à aller voir la souris. Ça veut dire que là, dans ce cas particulier, le probiotique n'a pas eu d'effet. C'est-à-dire que donc, le probiotique n'a pas eu d'effet sur tous les déficits, soit parce qu'il n'a pas d'effet, soit parce que le moment où le probiotique a été administré, c'est-à-dire au moment du sevrage, n'était peut-être pas le bon moment pour administrer le probiotique. Donc, en tout cas, ce qu'a montré cette étude, qui est vraiment très intéressante, c'est qu'un traitement précoce avec un probiotique particulier a pu améliorer certains traits comportementaux associés à l'autisme.
Alors, qu'en est-il chez l'homme? Déjà, chez le sujet sain, là, je vais vous présenter une étude qui a été faite il y a maintenant, qui date de 2011, et qui a été faite donc chez des personnes en bonne santé à qui, pendant 30 jours, on a fait consommer une formule probiotique composée de Lactobacillus helveticus et de Bifidobacterium longum. Et donc, les gens ont pris ces probiotiques pendant 30 jours et à la fin de ce régime, on leur a demandé de répondre à des questionnaires qui permettent d'évaluer, voilà, ils apparaissent ici, qui permettent d'évaluer leur humeur et leur niveau d'anxiété. C'est le Perceived Stress Scale et l'Hospital Anxiety and Depression Scale, si j'ai bien compris. Ce sont des questionnaires qui sont utilisés aux États-Unis dans les hôpitaux pour les gens qui sont à l'hôpital pour des longs séjours. Et en répondant à ces questionnaires, ça permet de voir si les personnes ont une diminution de leur humeur ou une augmentation de leur anxiété, c'est-à-dire s'il y a un mal-être du fait d'une hospitalisation à long terme. Eh bien, là, en tout cas, ce qui a été montré chez ces sujets sains, qui étaient dans leur environnement normal, la prise quotidienne de ce probiotique a amélioré leur score dans ces deux échelles, ce qui semblait montrer un effet psychologique bénéfique de la prise du probiotique, donc chez des personnes en bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans le cas de l'autisme? Les études sont très récentes. Donc là, avec les membres de l'équipe, nous avons écrit en 2020 une revue sur le lien entre le microbiote intestinal et l'autisme, et ça a été écrit particulièrement par une étudiante en thèse, Léa Roussin. Et donc, elle a cherché les études qui auraient été faites dans ces dernières années sur l'utilisation de traitements probiotiques dans le cas de l'autisme. Et en 2020, elle avait trouvé 8 études d'intervention seulement, donc vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Et sur ces 8 études, seules 2 études avaient soit des résultats ou des résultats positifs pour l'instant. Donc, il y avait une étude où ils avaient, en utilisant un probiotique pendant 4 semaines chez 36 enfants, ils ont pu mettre en évidence une diminution de l'anxiété et de l'hyperactivité des enfants de ce groupe. Et puis, il y a une autre étude qui, elle, utilisait un mélange de de 3 probiotiques et sur une durée plus longue de 3 mois. Et là, ils ont observé une amélioration de la communication, de la sociabilité et du développement cognitif. Donc, vous voyez, on en est au tout début, puisqu'il y a très peu d'études, et c'est donc qu'il va falloir faire augmenter le nombre d'études, le nombre des effectifs, pour avoir des résultats plus marquants et pour voir s'il y a un réel effet et si on n'a pas à faire un effet placebo. Alors, le fait de s'intéresser au microbiote dans l'autisme, c'est aussi bien sûr maintenant d'aller regarder, puisqu'on a les outils, d'aller regarder la composition du microbiote des personnes qui présentent de l'autisme, qui sont autistes, par rapport à des contrôles. Et donc, il commence à avoir des résultats dans ce domaine. Et globalement, ce qui ressort, c'est qu'il y a une diminution générale de la diversité du microbiote intestinal. Donc, il y a des dysbioses qui sont caractérisées de cette façon. Alors, il y avait un papier en 2012, un des premiers papiers de l'équipe de Fingold, qui avait montré qu'il y avait un genre bactérien, le Desulfovibrio, qui était présent chez 50% des enfants autistes et qu'on ne retrouvait pas chez les contrôles. Et en plus, il voyait une corrélation entre la proportion de cette bactérie et avec la sévérité des symptômes. Donc, ça avait été décrit comme peut-être un biomarqueur. Et puis, depuis, là, à nouveau, Léa Roussin, pour notre revue, a regardé ce qui avait été fait. Et alors, ce qui a été fait aussi, c'est qu'il y a donc eu un certain nombre d'études qui ont été faites et suffisamment nombreuses pour que des papiers sortent, qui s'appellent des méta-analyses, où on regroupe toutes les études qui ont été faites pour en faire la synthèse et pour voir ce qui ressort de ces études. Et donc, ce qui ressort des 4 méta-analyses que nous avions trouvées en 2020,
C'était des effets, donc je vous ai dit, il y a les bactéries sont en très grand nombre, il y a de très nombreuses espèces, de très nombreux genres bactériens. Et là, n'était apparu de toutes ces études, comme résultat commun, eh bien, une diminution d'un genre bactérien, le Bifidobacterium, et une augmentation de deux genres, Faecalibacterium et Clostridium. Donc, on en est au début, il va falloir multiplier ces études et puis que ces études soient faites dans différents endroits de la planète, c'est-à-dire sur différents types de populations, avec des gens avec différents types des régimes alimentaires différents particulièrement, pour voir s'il y a des types bactériens, genres ou même espèces, qui soient retrouvés particulièrement chez les sujets autistes. Et c'est la même chose pour toutes les pathologies actuellement où il y a maintenant cet intérêt sur la composition du microbiote. C'est ce qui se fait aussi dans le cas de la dépression, de l'anxiété ou de maladies neurodégénératives comme le Parkinson ou l'Alzheimer. Donc, pour conclure ma présentation, pour ce qui concerne l'axe microbiote intestin-cerveau, maintenant, là, au bout de 20 ans de recherche, c'est sûr, plus personne ne remet en cause l'existence d'une influence du microbiote intestinal sur le fonctionnement du cerveau. Maintenant, ça, tout le monde en est sûr. Et s'il y a aussi un sujet où il n'y a pas de controverse, c'est que le microbiote intestinal a un rôle dans la régulation de l'axe du stress et la réponse au stress. Donc là, maintenant, ça, c'est des choses qui sont prouvées. Par contre, pour les pathologies du cerveau, et donc pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, les troubles du spectre autistique, bon, pour l'instant, il faut penser on est vraiment au début de ces études. Bon, ce qui semble être observé systématiquement, c'est qu'il y a bien une dysbiose qui est observée chez les autistes et donc une composition anormale du microbiote. Et les recherches récentes suggèrent que cette dysbiose, cette composition anormale du microbiote intestinal pourrait aggraver les symptômes comportementaux et les manifestations biologiques de l'autisme. Mais pour l'instant, les mécanismes qui sous-tendent, qui seraient à l'origine de cette action, restent à déterminer. Pour l'instant, on ne les connaît pas. Et surtout, nous ne savons pas si l'altération du microbiote, si les altérations du microbiote apparaissent comme une conséquence de l'autisme ou si elles sont impliquées dans l'apparition de l'autisme. En fait, c'est le problème de la poule et de l'œuf. On ne sait pas si c'est le fait d'être malade qui entraîne une modification du microbiote ou si c'est parce qu'on avait un microbiote particulier qu'on a une pathologie particulière. Donc pour ça, dans le futur, ce qu'il faut espérer que de ce qui va pouvoir se faire, ça va être des études longitudinales, c'est-à-dire des études au cours du temps, c'est-à-dire qui vont permettre de voir à quel moment le microbiote rentre en jeu. Est-ce que c'est très tôt ou c'est plus tardif? Et ça permettrait aussi peut-être d'utiliser le microbiote comme si c'est précoce, comme un biomarqueur précoce qui pourrait peut-être être présent, des modifications du microbiote pourraient peut-être être vues avant que les symptômes apparaissent. Donc, vous voyez, on a des résultats qui sont très intéressants, mais on est vraiment dans le début de cette étude du lien entre le microbiote intestinal et le cerveau, et c'est encore plus récent dans cette recherche d'un lien, d'un rôle du microbiote intestinal dans les pathologies cérébrales. Donc, il y a beaucoup d'études qui restent encore à faire pour qu'on puisse utiliser vraiment le microbiote pour savoir si le microbiote est une cible thérapeutique, par exemple dans le cas de l'autisme. Donc voilà, donc on a des résultats prometteurs, mais qui demandent encore du travail avant qu'on puisse vraiment passer à la partie thérapeutique. Écoutez, je vous remercie de votre attention et j'espère que cette présentation vous aura apporté moins des informations sur ce lien entre le microbiote intestinal et les pathologies cérébrales et donc plus particulièrement l'autisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vais le partager et je partagerai, si vous me donnez le PDF correspondant, pour que les personnes puissent également le voir. Merci beaucoup. D'accord, je vous l'enverrai. Merci, au revoir. Au revoir.